Lorsque Benedita s'assit au bord de la route, avec sa valise à côté d'elle et son foulard sur la tête, elle n'attendait déjà plus rien de personne. Elle avait passé la nuit à marcher dans l'obscurité, n'entendant que ses pas et le vent sec du sertan. Ses lèvres étaient gercées, ses genoux lui faisaient mal, ses yeux brûlaient de fatigue et son cœur semblait vide. La nuit précédente, Valdomiro l'avait chassée de la maison avec des mots froids, comme s'il expulsait une étrangère et non la femme qui était restée à ses côtés pendant 30 ans. Benedita n'avait pas discuté. Elle avait pris la valise, un gilet, un morceau de gâteau de maïs qui restait de la foire, et elle était partie sans savoir où aller. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que, moins d'une heure plus tard, un homme à cheval foulerait cette même route et changerait tout. Avant cela, cependant, il faut revenir en arrière et comprendre qui était Benedita, car certaines femmes passent toute leur vie à servir les autres sans que personne ne perçoive le poids qu'elles portent. Tous les vendredis, avant même que le ciel ne s'éclaircisse, Benedita était déjà debout. Son corps avait mémorisé l'horaire après tant d'années à vivre au même rythme. D'abord, elle se rendait au poulailler avec une bassine de maïs sous le bras. Elle ouvrait la barrière, répandait les grains et ramassait les œufs avec soin. Ensuite, elle allait vers les chèvres, trayait le lait et revenait à la cuisine, où la journée commençait vraiment. C'était là que Benedita semblait oublier la fatigue. Elle préparait du gâteau de maïs vert, des pastilles de haricots au fromage, de la tapioca épaisse, de la pamonia sucrée, de la pamonia au fromage et un fromage de caille que les gens du district disaient n'avoir son pareil nulle part. À 7 heures du matin, les paniers étaient prêts, couverts de linge propre. Benedita plaçait le tout dans la brouette qu'Ednaldo lui avait offerte des années plus tôt et prenait la route de terre jusqu'à la place de Cocal dos Alves. C'était 40 minutes de marche sous le ciel ouvert, mais elle ne se plaignait jamais. La foire était petite, avec des étals et des gens habitués à se connaître par leurs prénoms. Benedita restait toujours au même endroit, près du poteau électrique. Elle arrangeait ses produits comme si elle montait une vitrine, et bientôt les gens commençaient à arriver. Certains achetaient, d'autres s'arrêtaient simplement pour dire bonjour. Pour Benedita, cela valait plus qu'il n'y paraissait. Pendant quelques heures, elle cessait d'être seulement la femme fatiguée d'une maison silencieuse et devenait Donna Benedita, celle du gâteau le plus moelleux de la région. Tous les vendredis, sans exception, un garçon maigre apparaissait devant son étal, en tongs usés, les cheveux en désordre et le regard attentif. Il ne demandait jamais rien. Il s'arrêtait simplement et regardait. Benedita connaissait bien ce regard. C'était la faim mêlée à la honte. Sans poser de questions, elle coupait un morceau de gâteau, l'enveloppait dans du papier et le lui tendait. « Mange, mon fils, tu es trop maigre. » Le garçon le prenait à 2 mains, comme s'il recevait un cadeau rare et s'en allait en courant. Cela s'était répété pendant presque 3 ans, jusqu'au jour où il avait cessé de venir. Benedita avait gardé cette absence en elle et continué sa vie, car sa vie avait toujours exigé de l'urgence. La maison où elle vivait avec Valdomiro se trouvait au bout d'un chemin entouré de terre craquelée. Elle n'était pas grande, mais avait été construite avec effort. Il y avait une véranda, 2 chaises en plastique, une cour où les poules circulaient librement, et une cuisine où Benedita passait une grande partie de son existence. Valdomiro, pendant la journée, était un homme de peu de mots et de beaucoup de travail. Il s'occupait de la terre, des clôtures, du maïs, des chèvres. Dans ces moments-là, Benedita voyait encore des traces du jeune homme qu'elle avait épousé. Un homme renfermé, mais qui avait autrefois été capable de cueillir des fleurs sauvages pour son anniversaire et de les laisser dans un verre sur la table. Le problème, c'était les nuits. Quand l'obscurité tombait et que la bouteille apparaissait sur la véranda, Valdomiro semblait s'éloigner de lui-même. Sa voix devenait dure, ses paroles impatientes, son regard amer. Il disait des choses que Benedita avalait en silence, car elle avait appris que répondre ne faisait qu'empirer les choses. Il accusait la vie, le destin, les enfants qui étaient partis et les opportunités qui n'étaient jamais venues. Et il jetait tout ce poids sur celles qui étaient restées. Benedita lavait la vaisselle, baissait les yeux et attendait que la tempête passe. Le lendemain matin, il se levait tôt, enfilait ses bottes et sortait comme si rien ne s'était passé. Et Benedita, par habitude, faisait de même. Ednaldo avait été le premier fils à partir. Il avait 18 ans et la hâte propre à ceux qui croient que la grande ville résoudra tout.
Benedita avait préparé un sac avec du gâteau de maïs, du fromage de caille et un mot maladroit lui souhaitant protection. Elle avait pleuré en cachette après le départ du bus. Pendant un temps, il appelait le dimanche et promettait d'envoyer de l'aide. Puis les appels s'étaient faits plus rares. L'argent avait cessé. Le silence avait grandi. Rosangela avait suivi un chemin similaire des années plus tard. Elle était plus sèche, plus rapide, plus déterminée à laisser le passé derrière elle. Elle était partie, elle aussi, avec une valise à la main et des promesses vagues. Elle aussi avait disparu peu à peu. Aucun d'eux n'avait fait de rupture brutale. Ils s'étaient absentés lentement jusqu'à ce que l'absence devienne normale. Benedita, cependant, n'avait jamais cessé d'être mère. Elle continuait à demander de leurs nouvelles, à prier pour eux, à garder dans sa tête les plats préférés de chacun. Un jour, elle avait réuni l'argent de plusieurs foires et était allée à Teresina rendre visite à Ednaldo sans prévenir. Elle avait apporté de la nourriture prête, de la tendresse emballée dans un linge propre et de l'espoir. Elle avait été reçue avec précipitation. Le fils l'avait installée dans un appartement bien rangé, avait parlé de travail, d'engagement, d'une vie où elle semblait ne plus avoir sa place. Quand il avait dû expliquer sa présence à quelqu'un au téléphone, il l'avait appelée « tante ». Benedita l'avait entendue depuis la cuisine et avait ressenti le coup sans faire de scandale. Au retour, elle avait voyagé 6 heures en regardant par la fenêtre, avec le sac presque intact à côté d'elle. Elle avait pleuré doucement. Les vendredis continuaient d'être le meilleur morceau de la semaine. C'était le moment où elle se sentait valorisée. Mais même cela avait commencé à paraître petit face à ce qui l'attendait à la maison. Cet après-midi-là, en revenant de la foire, elle avait remarqué la porte entr'ouverte avant même d'entrer. Il y avait à l'intérieur une odeur étrange, mélange d'alcool, de parfum et de désordre. Benedita s'était arrêtée sur le seuil, le panier pesant à la main, et avait compris que quelque chose s'était brisé d'un coup. Valdomiro était dans la chambre, accompagné d'une femme qu'elle n'avait jamais vue. Quand il l'avait aperçue, il n'avait montré aucun remords. Il avait montré de l'irritation, comme si sa présence était un dérangement. Il avait dit que cela suffisait, qu'elle s'en aille, que cette maison était à lui. Benedita n'avait pas répondu. Elle était allée jusqu'à l'armoire, avait pris la vieille valise, choisi quelques vêtements, le foulard, le gâteau de maïs qui restait de la foire, et elle était sortie. Elle n'avait pas demandé d'explication, elle n'avait pas supplié, elle n'avait pas essayé de disputer sa dignité avec quelqu'un qui avait déjà perdu la sienne. La porte s'était refermée derrière elle avec un bruit sec. Sur la route sombre, sans lune et sans destination, Benedita avait commencé à marcher. Un camion était passé sans s'arrêter. Le froid de l'aube l'avait surprise. Au lever du jour, la chaleur était venue trop forte. Et maintenant, assise là au bord du chemin, sans eau et sans force, elle fermait les yeux en essayant de comprendre si quelqu'un au monde remarquerait son absence. C'est à cet instant que Benedita entendit le trot d'un cheval qui s'approchait. Le cheval s'arrêta à quelques pas, soulevant un peu de poussière claire au bord de la route. Benedita leva le visage avec effort et vit un homme jeune au chapeau de paille, chemise claire et posture ferme. Il descendit rapidement, mais sans l'effrayer, comme quelqu'un qui sait qu'une personne blessée a plus besoin de calme que de précipitation. Il s'approcha lentement, prit une bouteille d'eau dans la selle et la lui tendit sans poser de questions. Benedita but à 2 mains tremblantes. Ce n'est qu'après qu'il parla, d'une voix basse, qui semblait apporter du respect avant même les mots. « Je vous connais ». Benedita fronça les sourcils, tenta de fouiller dans sa mémoire et ne trouva ce visage nulle part. L'homme se présenta comme Raimundo. Il dit que sa ferme se trouvait tout près et qu'elle pouvait se reposer le temps qu'il faudrait. Il ne lui demanda pas pourquoi elle était seule, ne voulut pas savoir d'où venait la valise, n'exigea aucune explication. Il offrit simplement de l'aide, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et après une nuit entière où personne ne s'était arrêté pour elle, cela lui parut un miracle. Raimundo l'aida à monter sur le cheval avec précaution et marcha à côté, tenant les rênes. Benedita, assise sans fermeté, observait son dos et ressentait un étrange mélange de soulagement et de peur. Soulagement de ne plus être seule. Peur parce que la vie lui avait appris à se méfier de toute bonté soudaine. Pourtant, son corps fatigué décida avant sa tête. Elle le suivit. La ferme apparut entre la poussière et le soleil comme un lieu improbable. Maison spacieuse, corral bien entretenu, clôture solide, animaux en bonne santé
et un silence qui ne faisait pas peur. Raimundo la conduisit dans une chambre simple, bien rangée, avec un lit propre, une fenêtre ouverte et une bassine d'eau fraîche. Il laissa une assiette de nourriture sur la table. Il dit qu'il devait retourner au travail, mais qu'elle se repose à sa guise. Benedita s'allongea sans enlever ses vêtements et dormit profondément pour la première fois depuis longtemps. Quand elle se réveilla, c'était déjà la fin de l'après-midi. Pendant quelques secondes, elle ne reconnut pas l'endroit, puis tout lui revint d'un coup. La nuit sur la route, Valdomiro, la porte qui se refermait, le cheval, le visage de Raimundo. Elle se leva lentement et marcha dans la maison. C'est alors qu'elle remarqua qu'il y avait là abondance de terre, mais un manque de soin à l'intérieur. L'évier était plein, le fourneau sale, des vêtements éparpillés, de la poussière sur les meubles. La maison de Raimundo n'était pas abandonnée, mais elle était vide de présence. Benedita reconnut cela immédiatement. Le lendemain matin, Raimundo partit tôt s'occuper du bétail. Benedita était déjà réveillée. L'habitude ne la laissait pas dormir tard, même quand le corps le réclamait. Elle regarda la cuisine, la vaisselle accumulée, le fourneau graisseux, et fit ce qu'elle avait toujours su faire de mieux. Elle commença. Elle lava la vaisselle, balaya le sol, rangea les vêtements, ouvrit les fenêtres, nettoya la table, mit de l'eau fraîche dans les plantes desséchées de la véranda. Ensuite, elle alla au garde-manger et trouva de quoi préparer un repas simple. Haricots, riz, œufs, farine et maïs. Cela suffisait pour qui savait transformer peu en réconfort. Quand Raimundo revint au coucher du soleil, il s'arrêta sur le seuil de la porte et resta immobile. La maison semblait autre. Elle était propre, légère, parfumée de nourriture fraîchement préparée. Sur la table, il y avait 2 assiettes, des verres alignés et un gâteau de maïs encore tiède reposant sur un linge. L'odeur frappa Raimundo de plein fouet. Benedita le perçut immédiatement. Quelque chose dans son visage changea, comme s'il avait été ramené de force vers un lieu ancien. Elle s'avança, un peu maladroite, en disant qu'elle ne pouvait pas rester sans rien faire. Raimundo regarda le gâteau, puis elle, et répondit d'une voix émue « Il y a très longtemps que cette maison ne ressemble plus à une maison. » Ils dînèrent d'abord en silence, puis il demanda si les haricots contenaient de la coriandre. Benedita répondit que oui. Il sourit légèrement et dit que c'était ainsi qu'il les préférait le plus. Ce fut une conversation simple, mais pour Benedita, elle signifia plus qu'il n'y paraissait. Il y avait de la gratitude à table, il y avait de la paix. Les jours passèrent sans bruit. Raimundo partait tôt. Benedita s'occupait de la maison, des poules, du linge, du déjeuner, du café de fin d'après-midi. Le soir, ils s'asseyaient sous la véranda et parlèrent peu. D'abord du temps, du bétail, de la pluie qui tardait, ensuite du district, de la foire, des enfants, des souvenirs. Raimundo continuait à ne rien lui forcer à raconter. Benedita, justement pour cela, commença à lui faire confiance. Un jeudi au ciel dégagé, assis côte à côte tandis que les grillons remplissèrent la nuit, Benedita parla enfin. Elle raconta Valdomiro, les années de silence, les enfants qui s'étaient éloignés, la visite à Teresina, l'humiliation d'être présentée comme une tante, la nuit où elle était sortie de chez elle. Elle ne se posa pas en victime. Elle mit simplement dehors ce qu'elle avait porté trop longtemps. Raimundo écouta sans l'interrompre. Quand elle eut terminé, il ne donna pas de conseils, ne posa pas de questions dures, n'essaya pas d'expliquer sa douleur. Il dit seulement « Madame peut rester ici le temps qu'elle voudra. Cette maison est aussi la vôtre. » La phrase entra en Benedita comme de l'eau fraîche sur une terre sèche. Pour la première fois depuis de nombreuses années, quelqu'un lui offrait la permanence sans contrepartie. Cette nuit-là, elle dormit sans peur. Les semaines suivantes apportèrent des changements petits et profonds. Benedita cousit des rideaux avec un tissu ancien qu'elle trouva rangé. Elle organisa la cuisine de manière plus pratique. Elle commença à mieux s'occuper des poules et à ramasser les œufs plus tôt. Raimundo, de son côté, se mit à rapporter des choses du district sans qu'elle les demande. De la rapadura, du savon, un nouveau torchon, des fleurs jaunes laissées sur la table un matin ordinaire. Benedita, en voyant ces fleurs, resta immobile. Valdomiro faisait un geste semblable une fois par an. Raimundo le fit sans date spéciale, simplement parce qu'il en avait envie. Ce fut en rangeant un après-midi que Benedita trouva, dans une vieille boîte, une photographie froissée. On y voyait un garçon maigre,
aux cheveux en désordre, souriant devant un étal de foire. Dans la main, il tenait un morceau de gâteau enveloppé dans du papier. Derrière lui, Benedita reconnut son propre étal, le tissu de la table, le poteau électrique. Elle retourna la photo avec les mains tremblantes. Au verso, il y avait une phrase écrite au crayon. « La dame du gâteau ». Tout s'emboîta. Le garçon qui venait tous les vendredis, le garçon silencieux, le garçon qui avait disparu sans dire au revoir. C'était Raimundo. Ce soir-là, elle l'attendit sous la véranda avec la photo entre les mains. Quand il arriva et vit le portrait, il ne nia pas. Il se contenta d'acquiescer. Benedita sentit ses yeux se remplir de larmes. Raimundo parla avec sérénité. Il dit qu'il n'avait jamais oublié le gâteau, ni les paroles, ni la façon dont elle lui donnait à manger sans le faire se sentir honteux. Il dit que lorsqu'il l'avait trouvé effondré sur la route, il avait immédiatement reconnu la seule personne qu'il avait un jour traitée avec bonté, alors qu'il n'avait rien. Benedita pleura en serrant la photo contre sa poitrine. Elle ne pleurait pas de tristesse, mais d'étonnement. Un geste qui pour elle semblait petit avait traversé les décennies et était revenu sous forme d'abri. Cette nuit-là, quand elle se retira dans sa chambre, elle emporta avec elle une vérité qui l'effrayait. L'affection qu'elle ressentait pour Raimundo ne tenait plus dans le nom de gratitude. Avant l'aube, Benedita prépara sa valise pour partir. Elle pensa à son âge, à ce que les gens diraient, à la peur de se tromper. Elle laissa une lettre sur la table et sortit en silence. Raimundo trouva le billet, monta à cheval et la rattrapa sur la route. Il lui dit qu'il ne la voulait ni par pitié ni par dette, mais parce qu'elle avait transformé sa maison en foyer et son cœur en repos. Benedita lâcha la valise et pleura sans cacher son visage. Des mois plus tard, ils se marièrent sous la véranda, entre les fleurs du sertan. Et pour la première fois, Benedita entendit son nom prononcé avec amour, respect, paix et joie véritable.